femme m'a envoyé un message pendant que j'étais en réunion. Je pars encore une fois. Cette fois, c'est définitif. Ne m'appelle pas. J'ai répondu « Ok ». Elle s'attendait à des supplications. Quand elle est rentrée 6 heures plus tard et qu'elle a trouvé toutes ses affaires déjà emballées, étiquetées et empilées près de la porte, avec le reçu du serrurier posé dessus, elle est restée au choc. Pendant 7 ans, chaque fois qu'elle disait « Je pars », je courais après elle. Appel, message, fleurs, excuses. Je pensais que c'était ça, l'amour. Jusqu'au jour où j'ai reçu un nouveau message disant que c'était définitif, en plein milieu d'une réunion importante. Et pour la première fois, je ne lui ai pas demandé de rester. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié, j'ai simplement laissé le silence parler et ça a tout changé. Je suis un homme de 36 ans. J'ai reçu le message à 14h14, un mercredi, en plein milieu d'une réunion budgétaire trimestrielle avec tout mon service, en train de me regarder présenter des tableaux Excel. Mon téléphone a vibré sur la table. J'ai jeté un coup d'œil rapide. Message de ma femme. Je pars encore une fois. Cette fois, c'est définitif. Ne m'appelle pas. Je viendrai chercher mes affaires quand je serai prête. Je suis resté à fixer l'écran pendant 3 secondes, tandis qu'un collègue me posait une question sur les dépenses prévues. Puis j'ai tapé un seul mot. OK. J'ai retourné le téléphone face contre table et j'ai continué la présentation. Voilà ce qui comprend. Ce n'était pas la première fois, ni la 5e. En 7 ans de mariage, ma femme était déjà partie définitivement au moins une douzaine de fois. Le schéma était toujours le même. On se disputait, généralement pour une broutille. Le fait que je travaille trop tard ou que je ne montre pas assez d'enthousiasme pour les conseils de sa mère sur notre vie, et elle transformait ça en explosion. Puis venait l'annonce dramatique, la valise, la porte claquée. Et ensuite, le silence. Elle allait chez sa sœur ou chez sa... et attend. Elle attendait que je l'appelle, que je lui écris, que j'arrive à fleur, des excuses et des promesses de changement. Et à chaque fois, je faisais exactement ça. Parce que je l'aimais, parce que je croyais que le mariage signifiait se battre, parce que sa famille me répétait que je ne faisais jamais assez. Cette fois, non. Quelque chose s'est brisé en moi. Peut-être la cruauté. Elle savait que j'avais cette présence. Peut-être le mot encore dans son message, reconnaissant elle-même que c'était un schéma qu'elle utilisait comme une arme. Ou peut-être que j'étais simplement fatigué d'être pris en otage émotionnel. La réunion s'est terminée à 15h30. J'ai dit à mon chef que j'avais une urgence familiale et que je devais partir plus tôt. Il n'a posé aucune question. Je suis rentré chez moi. L'appartement était vide, comme prévu. Elle avait pris sa valise pour la nuit, la jolie, celle que je lui avais achetée pour notre voyage d'anniversaire qui n'a jamais eu lieu parce qu'elle n'était pas dans le mood ce week-end-là. Je suis resté debout dans le salon et j'ai pris une décision. Si c'était définitif, je le rendrais définitif. J'ai appelé un serrurier. Service d'urgence résidentiel. Vous pouvez venir dans les 2 heures. Il coûte $275 pour l'intervention d'urgence. Chaque centime en valait la peine. Puis j'ai commencé à ranger. Pas mes affaires, les siennes. J'ai procédé méthodiquement. J'ai commencé par le dressing, ces vêtements soigneusement pliés dans les valises que nous gardions au débarras, les chaussures dans des sacs poubelles étiquetés, les bijoux dans une petite boîte. Rien de vraiment précieux, surtout des bijoux fantaisie et des cadeaux de famille. Puis la salle de maquillage, soins pour la peau, produits pour les cheveux, tout dans des cartons. Ses serviettes, son peignoir, la chambre, livres, chargeur de téléphone. Elle en avait au moins 4, son ordinateur portable, sa collection de coussins décoratifs, la cuisine, sa cafetière spéciale que je n'avais pas le droit de toucher, les poudres santé étranges, sa marque précise de lait d'avoine. J'étais étonnamment calme, avançant avec détermination. Chaque objet emballé semblait retirer une épine de plus. Le serrurier est arrivé à 17h45, un type sympa. Il n'a posé aucune question. Nouvelle serrure, nouvelle poignée, nouvelle clé. Il a laissé le reçu sur la pile de cartons près de la porte. À 18h30, tout ce qu'elle possédait était emballé, étiqueté et soigneusement empilé dans l'entrée. 14 cartons, 3 valises.
4 sacs poubelles remplis de chaussures et d'objets divers, son tapis de yoga roulé contre le mur. Puis j'ai commandé de la nourriture, je suis assis sur le canapé et j'ai regardé des jamais d'action. Mon téléphone, aucune notification. Elle attend que je remplisse son téléphone de messages, d'excuses et de supplications. À 20h47, j'ai entendu des clés dans la serrure, des grattements, de la confusion, puis des coups contre la porte. Chérie, la porte ne s'ouvre pas. La serrure est cassée. Je suis allé ouvrir. Elle était là, avec sa valise pour la nuit, l'air agacé, mais aussi plein d'espoir, comme si elle s'attendait à une réconciliation en larmes. Son expression a changé quand elle a vu le mur de carton derrière moi. « Quoi ? C'est quoi tout ça ? Tes affaires ?» ai-je dit. « Tu as dit que c'était définitif. Je t'ai aidé à rendre ça définitif. » Elle est passée devant moi, fixant les cartons étiquetés, vêtements décontractés, salle de bain, soins de la peau, livres divers. Tu ne peux pas être sérieux. Tu m'as envoyé un message pendant ma présentation, celle que je prépare depuis 3 semaines. Tu as dit que c'était définitif. Tu as dit de ne pas t'appeler. Je ne t'ai pas appelé. J'ai emballé. J'étais énervé. On s'est disputé ce matin à cause de ta mère. Ma mère t'a envoyé une carte d'anniversaire avec un chèque de $50 et tu l'as traitée de radie parce qu'elle l'est. On est mariés depuis 7 ans et tu m'as dit que je devais gérer ça avec elle. Et quand j'ai dit que le cadeau de ma mère était très bien et que je n'allais pas provoquer une dispute pour $50, tu as décidé que notre mariage était terminé. Elle a ouvert l'une des boîtes, a vu les pulls et a commencé à paniquer pour de vrai. Je ne voulais pas dire ça. Tu sais que je suis émotive. Tu viens toujours me chercher. C'est comme ça que ça marche. Non, c'est comme ça que ça marchait avant. Alors c'est ça ? Tu abandonnes simplement après 7 ans ? Rien que de la regarder, je me sentais épuisé. Tu as menacé de me quitter plus de fois que je ne peux en compter. Chaque fois que je ne réagis pas exactement comme tu veux, tu pars chez ta sœur et tu attends que je rampe pour te récupérer. Je suis fatigué. J'en ai assez de ramper. Tu as changé les serrures? Tu es devenu fou? Cet appartement est aussi le mien. Le bail est uniquement à mon nom. Il l'a toujours été depuis le début parce que ton crédit était trop mauvais quand on a emménagé. Tu as vérifié ça avant d'appeler le serrurier? Oui, je l'ai vérifié. Elle est restée silencieuse. Donc tu avais tout planifié? Non, j'ai simplement répondu à ton message. Enfin, son visage est passé par toute une série d'émotions. Le choc, la colère, puis les larmes ont commencé à monter. Les larmes fonctionnaient. D'habitude, je n'ai nulle part où aller. Tu as dit que tu partais. Ça implique que tu avais déjà un endroit en tête. J'allais chez ma sœur, mais je comptais revenir. Je reviens toujours. Et toi, tu m'acceptes toujours de nouveau. Pas cette fois. Elle m'a attrapé le... S'il te plaît. Pardon, j'étais en colère. Tu sais comment je suis? Oui, je le sais. Et c'est précisément ça le problème. On peut faire une thérapie. Je vais changer. Tu as déjà dit ça? Après l'incident à la fête de fin d'année de mon entreprise, après avoir jeté mon téléphone pendant la dispute à propos des vacances, après avoir crié sur la femme de mon meilleur ami parce qu'elle avait suggéré qu'on partage l'addition au restaurant, j'ai retiré moi doucement. Ce cycle est épuisant et j'en ai fini. Alors c'est ça? Tu jettes notre mariage à la poubelle à cause d'un message? Tu as envoyé des centaines de messages comme celui en 7 ans. C'est juste la première fois que je t'ai cru. Elle était là, immobile, les larmes coulant maintenant dans les cartons. Toute sa vie avec moi réduite à des contenants éthiques. Je n'ai nulle part où aller. Appelle ta sœur, appelle ta mère. Tu as des options. Juste pas ici. Elle a pris 2 valises, luttant contre leur poids et est partie sans rien dire de... Elle n'a pas emporté les cartons. Je m'attendais à ce qu'elle revienne les chercher. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'ai mise à jour. 4 jours, la initiale n'est le véritable festin du... Le 2e jour, sa sœur s'est... Je partais travailler quand je l'ai trouvée en train de marteler ma porte à 7h30 du matin. Qu'est-ce que tu lui as fait? Bonjour à toi aussi. Elle pleure depuis 2 jours. Elle n'arrive pas à manger. Tu l'as simplement jetée comme un déchet. Elle m'a envoyé un message disant que le mariage était terminé. J'ai pris ses paroles au sérieux. Le visage de sa sœur n'exprimait que du mépris. Elle se défoulait. Tout le monde se défoule. On ne met pas fin à un mariage
parce que quelqu'un a dit des choses sous le coup de la colère. Combien de fois a-t-elle déjà fait ça? Exactement. Quitter la maison, attendre que je m'excuse, revenir comme si rien ne s'était passé. C'est sa façon de gérer les choses. Tu sais qu'elle a eu une enfance difficile. Et moi, ça fait 7 ans que je marche sur des œufs à cause de ça. J'en ai assez. Tu es un lâche. Un vrai homme se battrait pour son mariage. Un vrai homme s'arrête quand il réalise qu'il est le seul à se battre. Elle est partie furieuse. 21 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à exploser. Des messages de numéros que je ne reconnaissais pas. Sa famille, apparemment. Les messages allaient de « Comment as-tu pu » à « Tu vas le regretter » avec une version créative qui disait simplement « Énergie de petit pénis ». Je les ai tous bloqués. Au travail, j'ai reçu un appel de l'accueil. Quelqu'un était là pour me voir. Je suis descendu et j'ai trouvé sa mère dans le hall, tenant des mouchoirs, avec l'air de quelqu'un à qui j'aurais assassiné l'enfant aîné. Elle m'a tout raconté. Quoi exactement? Comment tu as jeté ses affaires dans des sacs poubelles, étiquetés « sac poubelle pour chaussures ». Tout le reste était dans des cartons. Comment tu as changé les serrures sans prévenir? Elle m'a dit que le mariage était fini. Les serrures sont là pour ma sécurité. Elle est fragile. Tu sais qu'elle a besoin d'une attention particulière. Avec tout le respect que je vous dois, elle a 34 ans et elle utilise cette fragilité pour contrôler tout le monde autour d'elle, moi y compris, depuis 7 ans. Les yeux de sa mère sont devenus froids. Tu vas regretter ça. Elle va tout te prendre lors du divorce. Message reçu. Veuillez partir, s'il vous plaît. La sécurité l'a escortée dehors lorsqu'elle a refusé de partir. Les ressources humaines de mon entreprise ont été impliquées. J'ai dû expliquer les grandes lignes de la situation. Ils ont été compréhensifs et m'ont conseillé de documenter toute autre visite sur mon lieu de travail. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé 3 messages vocaux provenant d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était apparemment un cousin qui me traitait de manipulateur narcissique ayant enfin montré son vrai visage. La narration qu'il construisait était claire. J'étais le méchant. L'homme qui avait froidement abandonné sa femme émotionnelle et sensible parce qu'elle avait osé exprimer ses sentiments. Ils ignoraient commodément les dizaines de fois précédentes où elle avait mis fin à tout définitivement. Les menaces constantes, les accès de rage lorsque je ne satisfaisais pas les exigences de la semaine. Le 3e jour, un nouvel événement est survenu. J'ai reçu un email d'un avocat, pas le sien. Apparemment, elle n'avait pas les moyens d'en payer un. Mais un ami de la famille, avocat, était préoccupé par le traitement réservé à une femme vulnérable. L'email exigeait que je restitue immédiatement tous ses biens, y compris des objets que je retiendrais illégalement, et avertissait que toute tentative de me débarrasser de ses affaires entraînerait des poursuites pénales. Par chance, un ami de fac est avocat spécialisé en divorce. Je lui ai transféré l'email. Sa réponse à lui, « C'est hilarant. Ils n'ont absolument aucun dossier. Elle n'est pas sur le bail. Tu as emballé ses affaires avec soin et tu n'as rien jeté. Ils essaient juste de te faire peur. » Il m'a aidé à rédiger une réponse polie, professionnelle, précisant que tous ces biens étaient notés disponibles pour être récupérés à un horaire convenu par les 2 parties, que rien n'avait été jeté et que toute communication future devait passer par les voies légales appropriées. Jour 4, elle s'est présentée, pas seule. Elle était venue avec sa mère, sa sœur et un type que je ne connaissais pas, grand, musclé, clairement là pour intimider. J'ai ouvert la porte, mais j'ai gardé la chaîne. C'est qui ce type? Mon cousin? Il est là pour s'assurer que tu ne tentes rien. Tenter quoi? Je fais un ascendant 18 et je travaille dans la comptabilité. Le cousin a fait un pas en avant. Donne-lui juste ses affaires, mec. Pas besoin de compliquer les choses. Ses affaires sont là, ai-je dit, en montrant les cartons toujours empilés dans le hall d'entrée. Je vais ouvrir la porte. Vous pouvez tout prendre et personne ne dépasse le hall. C'est chez elle. C'est mon appartement. Son nom n'apparaît nulle part, ni sur le bail, ni sur les factures, ni sur la caution. Tout est à... Vous voulez vérifier? J'ai les documents. Sa mère a commencé à pleurer. 7 ans. Elle t'a donné 7 ans de sa vie. Elle m'a donné 7 ans de menaces, de manipulation et de départ chaque fois que je n'obéissais pas parfaitement. C'est terminé. Ils ont passé 45 minutes à charger les cartons dans 2 voitures. Le cousin a fait tomber l'un des cartons volontairement.
J'ai entendu du verre se briser. Probablement ces flacons de soins pour la peau. Je n'ai rien dit. Quand ils ont fini, sa mère s'est tournée vers moi. Tu finiras seul pour toujours. Personne ne t'aimera jamais comme elle t'a aimé. C'est un peu le but. La porte s'est refermée. J'ai changé la chaîne de la porte par précaution. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je sais que tu penses être fort, mais tu es cruel. Je t'ai tout donné. Tu me dois tout. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro. C'était loin d'être terminé. Mais pour la première fois en 7 ans, j'avais l'impression d'avoir le contrôle. Mise à jour 2. 2 semaines plus tard, je pensais que le retrait des cartons marquerait la fin. J'avais tort. D'abord, l'immeuble. Apparemment, sa mère a appelé la gestion en affirmant que j'avais expulsé illégalement ma femme. Le gestionnaire m'a appelé, confus. « Votre femme ? Elle n'est pas sur le bail. Elle ne l'a jamais été. Son nom ne figure nulle part. » Il a vérifié, confirmé et s'est excusé pour le malentendu. Ensuite, elle a finalement déposé la demande de divorce, rendant le définitif officiel. Et c'est là que le jeu a vraiment commencé. Sa demande initiale était ambitieuse. Elle alléguait des abus émotionnels et psychologiques tout au long du mariage. Des abus. Apparemment, le fait que je paie 70% des dépenses pendant qu'elle émotionnelle constituait un abus. Le droit à 5% de mon un cas, une pension alimentaire, car elle aurait sacrifié sa carrière pour le mariage, la moitié de la valeur des meubles que j'avais achetés avant le mariage. Mon avocat a simplement soupiré en lisant. Stratégie d'ouverture classique. On jette tout contre le mur et on voit ce qui colle. La plupart de ces demandes ne tiendront pas. Mais il faudra du temps et de l'argent pour les contester. Sa soi-disant carrière sacrifiée consistait à avoir quitté un emploi à temps partiel dans le commerce de détail 3 ans après notre mariage, parce qu'elle trouvait le travail peu gratifiant. Depuis, elle travaillait de manière sporadique, surtout en freelance sur les réseaux sociaux, gagnant peut-être environ 6 000 $ par an. Pendant ce temps, j'avais été promu 2 fois et je gagnais désormais un salaire correct. Un argent auquel elle estimait manifestement avoir droit. La phase de communication des preuves est devenue moche. Son avocat a demandé tous mes relevés financiers, ce qui était normal. Mais il a aussi demandé des registres de tous les cadeaux que je lui avais offerts pendant le mariage, afin de prouver le niveau de vie auquel elle était habituée. Une preuve de mon comportement prétendument contrôlant. Ils ont littéralement demandé, sans aucune pression. Ils ont également exigé une documentation prouvant mon refus de participer à une thérapie de couple. Ce dernier point était ironique. J'avais proposé une thérapie à plusieurs reprises. C'est elle qui avait refusé, affirmant ne pas vouloir qu'un inconnu juge notre relation. Je n'ai fourni que ce qui était légalement exigé, rien de plus. 2 semaines après le dépôt de la demande de divorce, j'ai reçu un appel de mon frère. Il semblait mal à l'aise. Alors, ton ex m'a appelé. Elle a fait quoi? Elle m'a demandé si je témoigne du fait que tu étais émotionnellement distant lors des réunions de famille. Elle a parlé de construire un schéma de comportement. Je suis resté sans voix. Et qu'est-ce que tu as répondu? Je lui ai dit de supprimer mon numéro, mais je voulais te prévenir. Elle appelle tout le monde que tu connais en essayant de monter un dossier. Elle a aussi contacté un collègue à moi, celui dont la femme s'était fait crier dessus à propos de l'addition du dîner, pour leur demander s'ils avaient remarqué un comportement inquiétant de ma part au fil des années. Ils ont refusé de participer. Le désespoir était palpable. Son coup suivant a été créatif. Elle a contacté directement les ressources humaines de mon entreprise, demandant des dossiers sur d'éventuelles plaintes professionnelles déposées contre moi. Les RH ont répondu qu'ils ne pouvaient pas partager d'informations concernant des employés avec des personnes extérieures. Elle aurait alors répondu qu'elle rassemblait des preuves d'un schéma de mauvaise conduite. Ma représentante RH m'a prévenu. J'ai tout documenté. Mon avocat a joint ces éléments au dossier. Puis est venue la médiation. L'État l'exigeait avant que le divorce ne puisse avancer. Nous nous sommes retrouvés dans une salle de conférence avec nos avocats et un médiateur neutre. Elle ne m'a pas regardé. Le médiateur a commencé avec les questions standards. Situation de logement, aperçu des points de compte. L'avocat d'elle a pris la parole en premier. Ma cliente a sacrifié son développement professionnel pour soutenir ce mari. Elle mérite une pension alimentaire de longue durée reflétant le niveau de vie établi pendant l'union.
Mon avocat a répliqué « Votre cliente a travaillé à temps partiel par choix, n'a jamais été la principale pourvoyeuse et menaçait régulièrement le divorce comme tactique de négociation. Nous avons des relevés de messages. Elle a finalement levé les yeux vers moi. Tu utilises mes émotions contre moi. Le médiateur est intervenu. Restons concentrés. Quel bien pris. Cela s'est éternisé pendant 3 heures. Chaque appareil électro, même la cafetière qu'elle m'avait offerte, achetée avec de l'argent pour faire des achats. À la fin, le médiateur a formulé ses recommandations. Pas de pension alimentaire de longue. L'absence d'emploi de sa part relevait d'un choix personnel. Mon 400 Inca antérieure au mariage était protégée. Elle recevrait une part des cotisations effectuées pendant le mariage, soit environ 15%. Les meubles seraient évalués et partagés. La plupart m'appartenaient avant le mariage, avec des reçus à la... Elle a quitté la médiation en larmes. Sa mère l'attendait dans le hall et s'est immédiatement mise à me crier dessus, disant que j'avais détruit l'avenir de sa fille. La sécurité leur a demandé de quitter les lieux. Ce soir-là, j'ai reçu un autre message d'un numéro inconnu. « Tu as gagné. Tu es content maintenant ? Je n'ai plus rien. Tu m'as tout pris. » Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas bloqué non plus. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à mon avocat. Preuve de contact continu. Il a déposé une demande d'ordonnance de communication. Tout contact devait désormais passer exclusivement par les avocats. Le jugement final du divorce a été rendu 1 mois plus tard. Elle en a reçu moins que ce qu'elle exigeait et plus que ce que j'aurais voulu donner. Environ 8 000 $ provenant de mon 401K, 3 mois de pension transitoire, à raison de 600 $ par mois, quelques meubles. Mais elle a aussi reçu autre chose. La réalité que définitif signifiait vraiment définitif cette fois. Mise à jour 3 mois plus tard, le divorce a été finalisé depuis 2 mois. Je pensais que ce serait la fin. En grande partie, ça l'a été. Elle a violé l'ordonnance de communication à 2 reprises. La première fois, c'était un message envoyé en état d'ivresse à 2 heures du matin. « Tu te souviens du voyage d'anniversaire qu'on n'a jamais fait ? J'allais te dire que j'étais enceinte, mais tu as dû être toi-même et tout gâcher. » Mon avocat a confirmé qu'il n'y avait eu aucune grossesse pendant notre mariage. Soit c'était un mensonge, soit une tentative de manipulation. Les deux correspondaient à son schéma habituel. La seconde violation a eu lieu lorsqu'elle s'est présentée dans un café qu'elle savait que je fréquentais. Elle s'est assise à la table à côté de la mienne, me fixant. Elle n'a rien dit. Elle s'est contentée de regarder. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis parti. J'ai tout documenté. Mon avocat a envoyé une lettre d'avertissement. Après cela, plus rien. Le silence. J'ai appris certaines choses par des tiers. Des amis communs qui ne savaient pas vraiment de quel côté se placer m'ont tenu vaguement informé. Apparemment, elle est retournée vivre chez sa mère. La sœur s'est lassée du drame après 2 mois. Comme quoi, elle travaille maintenant à temps partiel dans une boutique, se plaignant constamment de devoir recommencer à zéro à cause de moi. Sa mère raconte à quiconque veut l'entendre que j'ai ruiné financièrement la vie de sa fille en omettant commodément que j'ai payé la majeure partie de notre vie pendant qu'elle se cherchait. Le cousin qui a volontairement laissé tomber une boîte ? Apparemment, il s'en est vanté lors d'une réunion de famille, disant qu'il aurait dû faire pire. La famille, dans son ensemble, était loin d'être un modèle de bonne conduite. La mère a encore tenté un dernier environ 1 mois. Elle a envoyé une vraie lettre papier à mon appartement. L'enveloppe était parfumée et ornée d'un autocollant en forme de cœur. À l'intérieur, un message écrit à la main, toujours prête à rire. Le véritable amour signifie le pardon. Tu l'as puni pour des difficultés normales de couple. S'il te plaît, envisage une thérapie de réconciliation. C'est une femme changée. Je n'ai pas répondu. J'ai jeté la lettre. Quant à moi, je vais bien. Pas incroyablement bien, mais bien. L'appartement semble différent, plus grand d'une certaine manière, vide à certains endroits où se trouvaient ses affaires, mais aussi plus propre. Plus calme, plus besoin de marcher sur des œufs, plus besoin d'anticiper la prochaine explosion pour... J'ai supprimé les photos de notre mariage de mon téléphone. J'ai retiré la photo encadrée du salon et je l'ai mise dans une boîte, dans le placard. Je n'arrive pas encore à la jeter. Peut-être un jour. J'ai commencé une thérapie, pas parce que je serais cassé. Enfin,
peut-être un peu, mais surtout parce que j'ai passé 7 ans à accepter un type de traitement que personne ne devrait accepter. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui m'a fait tolérer ça aussi longtemps? Qu'est-ce qui me faisait revenir à chaque fois qu'elle parte? La thérapeute dit que j'ai des problèmes de codépendance, enraciné dans ce besoin de vouloir réparer les autres. J'y travaille. Mes amis ont été incroyables. Ceux qui la connaissaient bien ont rapidement compris qui elle était vraiment dès que le divorce a commencé. Ceux qui la connaissaient moins ont cru à sa version pendant un moment, mais ont fini par changer d'avis en entendant les détails. Il n'y a aucune nouvelle relation. Je ne cherche même pas. J'ai besoin de me comprendre d'abord. L'impact financier a fait mal, mais je m'en remets. Les 8 000 $ du 401K ont fait mal. Les 1 800 $ de pension transitoire ont fait mal. Les frais juridiques, près de 6 000 $, ont fait très mal. Mais la paix, ça n'a pas de prix. Ne plus attendre la prochaine explosion. Ne plus m'excuser d'exister de travers. Ne plus être puni pour ne pas lire dans ses pensées. La semaine dernière, j'ai croisé sa sœur dans un supermarché. Elle m'a vu, a semblé vouloir dire quelque chose, puis s'est simplement détournée et est partie. C'était probablement mieux ainsi. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fait ça plus tôt. Toutes ces années à me battre au mariage, alors qu'en réalité, je ne faisais que lui permettre de me traiter comme de la merde, sans aucun message à tout, pas le sien, le mien. Un seul mot. Ok. Pendant 7 ans, j'ai dit « S'il te plaît, ne pars, je vais m'améliorer. Qu'est-ce que je peux changer ?» Un simple « Ok » a suffi pour briser le cycle. Elle s'attendait à des supplications. Elle a reçu des cartons devant la porte. Et honnêtement, c'est la chose la plus satisfaisante que j'ai jamais faite. À toute personne dans une situation similaire, faites-vous confiance. Quand quelqu'un montre qui il est par des comportements répétés, croyez-le. Et quand cette personne menace de partir pour la 100e fois, parfois l'acte le plus sain est de tenir la porte ouverte. Bref, voilà mon histoire. Il est temps de fermer ce chapitre et de découvrir ce qui vient ensuite. PS. Le reçu du serrurier que j'avais laissé sur les cartes, elle l'a apparemment gardé. Sa mère l'a mentionné que c'était une preuve de préméditation. L'avocat a ri. C'est un reçu de changement de serrure, pas exafutable. Tranquille, tranquille. Commentaire Madame Reddy. Cette histoire ne parle pas de gagner rupture ou de sortir vainqueur d'un divorce. Elle parle du moment précis où quelqu'un comprend que l'amour ne peut pas exister, là où le chantage émotionnel constant, la peur et l'instabilité sont utilisés comme des outils de contrôle. Pendant des années, le protagoniste a confondu l'insistance avec l'engagement et la souffrance avec une preuve d'amour. Il a cru qu'endurer, céder et s'excuser sans avoir tort était le prix à payer pour maintenir un mariage en vie. Et c'est une erreur bien plus fréquente qu'on ne le pense. Lorsqu'une personne menace de partir de manière répétée, elle ne cherche pas elle conditionne l'autre à vivre dans un état permanent d'anxiété. Le tournant n'a pas été un grand discours ni un plan élaboré. C'était un mot simple, « ok ». Pas comme une provocation, mais comme l'acceptation littérale de ce qui était répété depuis des années. Parfois, l'attitude la plus saine n'est pas de convaincre quelqu'un de rester, mais d'arrêter de l'empêcher de partir. Il est aussi essentiel de souligner un point fondamental. Poser des limites n'est pas de la cruauté. La cruauté, c'est utiliser les émotions, les traumatismes, la fragilité comme des armes pour contrôler le comportement d'autrui. La maturité émotionnelle exige de prendre la responsabilité de ses propres actes et non de rejeter constamment la faute. Un autre aspect précieux de cette est la déconstruction du récit. Amis, proches et même inconnus ont tendance à juger des situations complexes à partir de versions incomplètes. Mais la vérité, tôt ou tard, se révèle dans les schémas. Ce n'est pas une dispute isolée qui définit une relation. C'est la répétition du même cycle au fil du temps. Le protagoniste n'en est pas sorti indemne. Il y a eu des pertes financières, une usure émotionnelle et un processus long. Mais en échange, il a retrouvé quelque chose, pas de prix, la paix. La capacité de rentrer chez soi sans peur, d'exister sans s'excuser, de dormir sans anticiper la prochaine explosion. Cette histoire est un rappel puissant. L'amour ne devrait jamais exiger que vous vous effaciez pour que l'autre se sente à l'aise. Et si quelqu'un menace de partir à répétition, le problème n'est peut-être pas de le laisser partir. Le problème est peut-être de l'avoir empêché de le faire pendant.
Au final, grandir signifie parfois arrêter de se battre pour quelque chose qui ne survit que par la peur. Et choisir sa propre santé mentale n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie.